Bien, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Et effectivement, je vais être un petit peu... ça ne va pas être du ciné, justement, ça va être plutôt de la littérature dont je vais vous parler et du contexte. Peut-être que finalement, le sujet que je vais essayer d'aborder avec vous, c'est pourquoi Jane Austen. Pourquoi Jane Austen, pourquoi a-t-elle écrit ce qu'elle a écrit, quand elle l'a écrit, et pourquoi ça perdure, et pourquoi ça contient toute cette force qui fait que de tous les auteurs de langue anglaise, c'est une des plus adaptées, des plus lues. C'est la deuxième plus importante vente de livres après Shakespeare dans la littérature anglaise. Et donc, et ça continue, ça n'arrête pas. Elle est traduite dans toutes les langues. Et donc, c'est donc qu'il y a quelque chose de profond qui me semble se trouver dans la façon dont les Anglais ont inventé le genre du roman au XVIIIe siècle. Donc, je vais commencer par vous parler, on va fonctionner par cercle concentrique. Cette conférence, je la fais soit dans un sens, soit dans l'autre. Soit je pars de plus loin et puis je termine sur Jane Austen. Mais comme je suis très bavard, souvent je ne termine pas et les gens sont très frustrés pour Jane Austen. Donc là, je vais le faire à l'envers. C'est-à-dire que je vais partir vraiment de Jane Austen et du contexte littéraire de sa production et de ses romans. Et puis, ensuite, on élargira un petit peu la focale pour prendre une image qui est chère à cette maison. Et on essaiera de voir, finalement, dans quoi s'enracine ce travail littéraire, ce travail d'écriture de fiction, avec une redéfinition complète de la fiction, qui n'est plus du tout conçue ou pensée comme une sorte d'échappatoire au réel, comme une sorte de mensonge en quelque sorte. Tout ça c'est de la fiction, mais au contraire, les Anglais du XVIIIe siècle, qui sont très attachés à la recherche de la vérité, et on verra sous quelle forme, ont justement inventé ce genre qui a pris du temps avant d'être considéré comme un genre littéraire. Quand il est apparu au fil des années, personne ne pensait que c'était de la littérature. La littérature, c'était les grandes tragédies, les poèmes épiques, les sonnets, les élégies, et ce genre de choses. Mais pas du tout ce machin que les Anglais ont inventé au milieu du XVIIIe siècle et qui n'obéit à aucune règle d'écriture, puisque vous pouvez avoir des romans à la troisième personne, à la première personne, des dystopies qui se passent à d'autres périodes complètement imaginaires, ou bien une recréation d'un univers pseudo-médiéval ou pseudo-grec, enfin peu importe, tout est possible. Ça peut faire 60 pages ou 2500 pages. Donc en fait, la règle principale du roman, c'est qu'il n'a pas de règle. Et le phénomène est d'autant plus frappant, et c'est peut-être ça qui explique sa popularité à travers le monde, c'est que ce genre de littérature, donc le roman, est devenu, après Jane Austen, le genre littéraire le plus prisé, le plus lu dans le monde entier. Et aujourd'hui, vous pouvez entrer dans n'importe quelle librairie, le plus large rayon, c'est le rayon roman. Tous les autres se sont fait expédier vers les marges. Et donc, là encore, ça n'est probablement pas un hasard si on se retrouve dans ce genre littéraire. Et donc, ce que je vais essayer de faire ce soir, c'est de vous expliquer pourquoi il est apparu en Angleterre vers le milieu du XVIIIe siècle, enfin, balbutiement avant, mais en gros, vers le milieu du XVIIIe siècle avec des œuvres absolument magistrales. Comment le genre a basculé d'une écriture masculine à une écriture féminine, pratiquement exactement au milieu du siècle, vers 1750,
les hommes se sont désintéressés du roman, qui de ce fait est devenu ou a été stigmatisé comme étant un genre écrit par des femmes pour les femmes. Et Jane Austen, elle a fait, puisqu'elle publie au début du 19e siècle, elle a fait en quelque sorte le bilan de tout ça, et elle a dit, bon, maintenant qu'on a toutes les possibilités du genre, qu'est-ce que je pourrais faire moi pour vraiment utiliser à fond les possibilités de la fiction d'une façon qui soit originale, efficace, et qui puisse intéresser un large public, quel qu'il soit et où qu'il soit. Et d'une certaine manière, elle a parfaitement réussi son coup. Alors, je vais donc commencer par vous parler de la naissance du roman anglais. Alors, je reviendrai, comme je l'ai dit, au contexte plus tard, mais je vais déjà vous montrer la première vague des romans anglais qui commence par Robinson Crusoe, que vous connaissez sans doute, 1719, qui raconte l'histoire, le récit, qui fait le récit d'un Anglais contemporain qui fait naufrage sur une île déserte et qui doit en quelque sorte reconstruire sa vie, son monde, son univers, qui est une sorte de page blanche, et je vous demande de retenir cette image parce que je vais la réutiliser, qui est une sorte de page blanche, comme si justement on passait à autre chose, on tournait une page et qu'on s'intéressait à une modernité qui avait besoin d'être écrite. Et pour ça, elle avait besoin d'être en quelque sorte modélisée dans des textes qui en font l'histoire. Donc c'est l'histoire Robinson Crusoe d'un individu totalement inintéressant comme vous et moi, et qui se retrouve naufragé sur une île déserte et qui doit donc réévaluer tout ce qu'il a appris en matière de religion, de morale, d'économie, toutes ces connaissances sont mises à l'épreuve d'une modernité qui a besoin de se reconstruire. Donc c'est vraiment un texte séminal, comme disent les anglo-saxons, c'est-à-dire vraiment qui a beaucoup marqué. Et la rupture importante aussi, c'est que pour la première fois dans un livre de littérature, j'utilise le terme avec beaucoup de précaution, mais disons que pour la première fois, on a un long récit très cohérent, très construit, qui ne s'appuie pas ni sur la mythologie, ni sur l'histoire ancienne, ni sur la Bible. Or, jusqu'alors, la littérature, c'était essentiellement David et Goliath, Vénus et Adonis, Antoine et Cléopâtre. C'était ces récits-là, qui traversent d'ailleurs tout le théâtre du XVIIe siècle. Donc vous voyez qu'on n'est pas loin. Et puis après Robinson Crusoe, qui est un texte important, publié anonymement, Defoe a continué avec deux autres romans qui sont des autobiographies de femmes. Et alors ça, c'est absolument ébouriffant, parce que c'est à la première personne. Et ce sont des femmes qui essayent de mener une vie indépendante sur le plan social, enfin, qui sont forcées à cause de maris défaillants, voire criminels, de mener une vie indépendante, de se débrouiller toute seule, à une époque où, a priori, quand on est femme, on passe directement du père au mari, et si on loupe le train, on devient vieille fille, et si on attrape le bon train, on devient veuve. Et de préférence, il y a d'ailleurs le premier texte magnifique de Jane Austen, qui s'appelle Lady Susan, qui est un roman épistolaire, un petit roman épistolaire magnifique, raconte l'histoire d'une jeune veuve qui, de ce fait, se retrouve à l'âge de 25 ans, richissime et courtisée par tout le monde, mais elle décide de la vie sociale, sexuelle, etc., qu'elle a envie de mener. Et elle est vraiment sous pression d'une société qui voudrait la faire rentrer dans le rang. Donc, Jane Austen n'a pas oublié cette leçon. Il est impossible qu'elle ait lu Roxana et Maud Flanders
parce que ce sont des textes qui ont été publiés anonymement, donc on ne savait pas qui en étaient les auteurs, et qui ont assez vite disparu, parce que précisément ce n'était pas de la littérature, c'était des sortes de choses que les gens achetaient et jetaient. C'était un peu de la trash literature, et de ce fait, il a fallu assez longtemps, c'est vraiment fin 18e, début 19e, qu'on a commencé à retrouver ces textes et à en chercher la paternité, et finalement à l'attribuer à Defoe. Defoe étant quelqu'un qui a écrit plus de 500 œuvres différentes. Donc c'est absolument énorme la production de Defoe, qui était il a tout fait dans sa vie. Il avait une usine de briques qui a fait faillite. Il était espion pour le roi. Il était journaliste. C'était un très piètre homme d'affaires, et il a terminé sa vie en se cachant de ses débiteurs, de ses créditeurs. Et on ne sait pas trop où il est mort ou dans quelles conditions. Donc c'est quelqu'un qui vivait de sa plume, et donc pendant la période qui va de 1719 à 1724, il a écrit 6 romans. Je vous en ai mis que 3, mais il y en a 6. Enfin 6 romans. Je les appelle moi romans, lui il les appelait différemment. Je vais vous montrer les pages de couverture dans un instant. Et comme il était probablement payé à la page, c'est des romans très épisodiques, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des suites d'épisodes cousus ensemble, au besoin, il en rajoute 3 ou 4 pour faire quelques pages de plus, parce que ça fera quelques sous de plus. Mais c'était un excellent écrivain et un très mauvais homme d'affaires. Les voyages de Gulliver, bien sûr, vous en avez entendu parler, c'est peut-être une des plus grandes œuvres de la littérature européenne. Et là encore, il s'agit de... Alors évidemment, c'est une sorte d'allégorie, mais pas complètement, parce que Gulliver est un Anglais pareil comme Robinson. C'est un médecin qui embarque régulièrement dans des expéditions qui vont à l'autre bout du monde, et qui en revient avec des récits de ses voyages. Donc les voyages de Gulliver, c'est 4 voyages. Vous connaissez certainement celui à Lilliput, où les habitants sont 6 fois plus petits que lui, et le voyage suivant à Brobdingnag, où les habitants sont 6 fois plus grands que lui, avec tous les problèmes que ça pose. Et encore une fois, donc, il s'agit finalement de rechercher l'identité de l'anglais moderne, par rapport à des systèmes d'évaluation qui sont extrêmement différents, étrangers. Le 3e volume se passe sur des îles, des planètes au-dessus de la Terre, où se passent des choses absolument hallucinantes. Et le 4e se passe dans un pays où les chevaux dominent le monde et possèdent la sagesse, et où les êtres humains sont des sortes de choses atroces, méprisables, laides, sales, etc. Et donc un renversement, non plus de la taille cette fois-ci, mais de l'ordre homme-animal, avec une réflexion philosophique évidemment très intéressante. Donc quatre expériences de laboratoire, en quelque sorte, avec ce personnage Gulliver qui est particulièrement lâche et peu fiable, ce qui évidemment met en doute le caractère véridique des histoires qu'il raconte. J'aurai l'occasion d'y revenir un petit peu. Bon, après cette première vague, si je puis dire, il y a ces 2 très très grands auteurs romanciers que sont Richardson, le romancier favori de Jane Austen, qui écrit des romans épistolaires et qui pousse jusqu'à l'extrême les possibilités du roman épistolaire, dont Jane Austen se souviendra pour Lady Susan, qui est aussi un roman épistolaire. L'avantage d'un roman épistolaire, c'est que, eh bien, on a un récit à la première personne et en plus un récit intime. C'est-à-dire que généralement, quand on écrit une lettre, c'est à un ami, c'est à quelqu'un à qui on veut se confier. Ça n'est pas destiné à être lu
par quelqu'un d'autre. Donc déjà, le lecteur est placé dans une position de voyeur. Ces deux histoires, les deux histoires qu'il raconte, sont à nouveau des histoires de jeunes femmes qui ont eu, c'est les premiers best-sellers européens que l'on connaisse. C'est des romans qui ont eu un énorme succès dans toute l'Europe occidentale, parce que ce sont, encore une fois, des histoires extrêmement modernes. Pamela raconte l'histoire d'une servante qui est courtisée par le jeune aristocrate dans la famille duquel elle est au service, et qui résiste autant qu'elle le peut à ce qui était à l'époque une pratique commune pour les aristocrates d'aller s'envoyer les soubrettes, pour vous me pardonnez l'expression, avant de faire un mariage sérieux après coup. Alors elle résiste pendant 350 pages, et au bout de 350 pages, le jeune aristocrate est tellement convaincu par la force de sa vertu, de la vertu de Pamela, qu'il lui propose le mariage, évidemment, chose complètement impensable, hein, un aristocrate épousant une servante. Et donc, c'est toute cette résistance qui est intéressante. Et alors, le récit est raconté par Pamela, qui écrit des lettres à ses parents. Et Pamela n'est pas du tout une servante, enfin, un personnage sympathique. C'est un personnage qui a le peu d'éducation qu'elle a. Elle est très vaniteuse, elle est très fière des robes qu'on lui donne, des choses comme ça. Et donc, c'est très intéressant le positionnement du lecteur par rapport à ça, parce qu'il n'y a pas vraiment d'empathie, mais en même temps, on comprend le dilemme qui est le sien, c'est-à-dire est-ce que je cède ou est-ce que je ne cède pas. Et donc, on comprend que ce roman ait eu un très grand succès, et ça se termine bien par un mariage. Donc, c'est comme tous les romans de Jane Austen qui se terminent par un mariage. J'y reviendrai, parce que tous ces mariages sont quand même éminemment suspects. Quant à Clarissa, ben c'est un petit peu la même idée, sauf que ça se passe tout dans la haute société. Et Clarissa est une jeune femme à nouveau dans une situation de persécution et de pression, de harcèlement, on dirait aujourd'hui. Ses parents veulent la marier à un homme beaucoup plus âgé qu'elle n'aime pas, qui est très ennuyeux. Et donc, elle accepte de s'enfuir de chez ses parents avec un beau romantique héros qui lui promet monts et merveilles et qui lui dit tu vas venir chez moi, je te protégerai, et je t'aiderai, etc. Mais tu ne peux pas épouser ce vieux. Donc il s'appelle Loveless. Et donc en quelque sorte, ils fuient ensemble. Et puis donc elle s'installe chez lui, et lui, évidemment, il a tout à fait autre chose en tête que de l'aider à réussir dans la vie. Et donc, à nouveau, il profite de sa situation pour lui faire la cour et la forcer. Elle refuse, elle se refuse, et donc, et vous verrez que c'est tristement d'actualité, il la drogue et il la viole. Et alors là, ça ne se termine pas bien du tout, parce que là où dans le premier roman, en quelque sorte, la vertu était récompensée, là, dans la mesure où elle a perdu sa vertu, il n'y a pas de récompense possible, il n'y a pas de réparation possible. Et donc, en dépit des pressions que Richardson a reçues de tous ses lecteurs de toute l'Europe qui lui ont dit non, 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 ne fais pas ça, elle se suicide. Elle se suicide aux 2/3 du roman. Donc il reste encore un grand tiers. Le roman fait 2000 pages. Hein. Ouais. Elle se suicide, et le dernier tiers est sur Loveless, et sur les remords qu'il ne nourrit pas. Et sa façon d'expliquer, ou de s'expliquer finalement, de se justifier dans son comportement. Et il est finalement tué en duel par le frère de
Clarissa. Enfin bref, ça se termine très mal. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que là, le roman épistolaire est écrit par tous les personnages. C'est-à-dire qu'on a tous les points de vue de chaque personnage sur ce qui s'est passé ou ce qui se passe. Et seul donc le lecteur a accès à tous les points de vue et a donc accès à la vérité. Et ça, il n'y a que la fiction qui peut vous le permettre. Et donc vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, que la fiction ne voulait plus du tout dire le mensonge, la tromperie. Au contraire, la fiction devient une sorte d'instrument d'optique, comme le microscope par exemple, qui permet de voir des choses que d'habitude on ne peut pas voir. Et en l'occurrence, d'avoir accès à toute la correspondance et à pouvoir justement se faire son propre jugement, ou en tout cas se rendre compte à quel point il est très difficile de rendre justice, de passer jugement, parce que finalement, où est la faute? La faute, c'est probablement les parents, au départ. Hein. Tout est parti d'eux, cette façon de forcer leur fille à se marier. Tout cela est discuté très abondamment dans le roman, d'une façon qui a énormément influencé Jane Austen. Et puis ensuite, il y a le dernier roman de Richardson, qui était le préféré de Jane Austen, qui est Sir Charles Grandison, de 51. Alors c'est un roman que plus personne ne lit aujourd'hui, parce qu'en fait, c'est un roman dont le personnage principal est gentil. Et c'est très difficile de maintenir l'attention d'un lecteur pendant 600 ou 800 pages avec un personnage qui est bon et gentil, et qui est le personnage principal. Ceci étant, c'est très intéressant aussi, hein, comme c'est aussi épistolaire, c'est aussi multivocal, mais Jane Austen aimait beaucoup justement parce que forcément, ça oblige à approfondir des choses qui ne nous paraissent pas forcément essentielles. Il n'y a pas d'intrigue à proprement parler. Donc, il faut vraiment avoir la patience de rentrer dans le détail des analyses psychologiques, morales et tout. Et je pense que c'est ça qui a plu à Jane Austen, qui a peut-être vu aussi l'écueil qu'elle devrait éviter, qui serait celui d'avoir des héroïnes parfaites, ou des héroïnes trop gentilles, ou trop binaires en quelque sorte. Hein. Et ce qui est frappant chez Jane Austen, c'est que toutes ces héroïnes sont ambivalentes. Hein. Elles sont pas toujours convaincantes, et il y a beaucoup de personnages justement comme ça, parce que l'être humain est complexe, et que donc c'est intéressant de prendre acte de ça. J'ai oublié de vous dire que Pamela, il y a une suite, Pamela 2. Alors ça, c'est une catastrophe, parce que c'est l'histoire de Pamela une fois mariée, et ça raconte pendant 350 pages à quel point elle et son mari sont devenus très gentils, et donnent de l'argent aux pauvres, et s'occupent bien des petits-enfants, etc. C'est très, très, très ennuyeux. Mais c'était une façon, peut-être pour Richardson, de montrer que voilà, c'est un mariage heureux, et c'est pas parce que lui était aristocrate et elle soubrette que ça pouvait pas faire un mariage heureux. Enfin, je ne vous recommande pas chaudement ce Pamela 2. Il y a quelques personnes qui l'ont lu. Jusqu'au bout. Ensuite vient Fielding. Alors Fielding, c'est l'anti-Richardson. Lui, c'est les romans d'aventure. Et son premier roman, Joseph Andrews, c'est un roman qui prend comme héros le frère de Pamela. Parce qu'en fait, Fielding a trouvé que Pamela, c'était vraiment très, très, très limite sur le plan de la leçon morale donnée. Et cette histoire de vertu récompensée, qui est le sous-titre de Pamela, ça veut dire qu'en fait, Pamela était calculatrice, et elle a tout fait pour faire en sorte de pouvoir épouser un aristocrate, et que donc, est-ce que c'est vraiment vertueux? Et donc, Fielding décide, alors d'abord il écrit un petit texte qui s'appelle Shamela. Sham, ça veut dire c'est du toc, c'est du faux. Hein. Et alors ça, c'est absolument hilarant, ce Shamela. C'est les lettres qu'on n'a pas
où elle écrit à son amant, parce qu'elle a un amant, et elle lui dit oh, il croit que je lui résiste, que je suis vertueux. Elle a déjà couché avec tout le monde. C'est absolument hilarant. Et elle raconte la façon dont elle monte son coup pour pouvoir épouser l'aristocrate à la fin. Puis ensuite, Fielding s'est dit, bon, mais ça va 5 minutes, mais c'est plutôt de la farce. Donc il reprend sa plume et il démarre son Joseph Andrews par une vraie parodie. Il inverse exactement la situation de Pamela, c'est-à-dire que Joseph Andrews est un jeune domestique qui est courtisé, voire plus que ça, par sa maîtresse, sa propriétaire en quelque sorte, Lady Booby, qui a 30 ans de plus que lui, qui est veuve et qui aimerait bien mettre ce jeune et beau domestique dans son lit. Et lui dit « mais non, mais je ne peux pas, j'ai ma vertu, je suis chaste, etc. » Ce qui, au XVIIIe siècle, fait rire tout le monde. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a deux standards de vertu entre les femmes et les hommes. Hein. Autant c'est choquant si une jeune fille perd sa vertu, autant qu'un jeune homme défende sa vertu, c'est drôle. Intéressant comme différence. Et puis rapidement, Fielding se rend compte, bon, au bout de 50 pages, le roman s'envole vraiment vers autre chose, et c'est un des romans les plus drôles de la langue anglaise. C'est un peu inspiré du Don Quichotte de Cervantes, parce que, en fait, le roman raconte l'histoire du retour de ce Joseph Andrews dans son village natal pour échapper à sa maîtresse. Et donc, c'est un roman un peu picaresque sur la route, et il est accompagné pour ça du clergyman, du prêtre, on va dire, parce que c'est un anglican, de sa paroisse. Donc, ils rentrent ensemble, et ce clergyman est complètement distrait, etc. Il est vraiment comme Quichotte, c'est-à-dire que dès qu'il voit quelque chose qui ne va pas, il fonce dans le tas et il essaye de défendre la veuve et l'orphelin à tout crin, et il se trompe une fois sur deux parce qu'il n'y avait aucun problème. Mais il jette aussi un regard tout à fait intéressant sur la société anglaise de cette époque. Et donc Joseph Andrews est un peu son Sancho Panza, en quelque sorte, puisqu'il se moque de lui à l'occasion. Mais d'ailleurs, Fielding dit bien dans sa préface, c'est même dans le sous-titre du roman, que c'est « written in the Cervantic manner hein, », donc à la manière de Cervantes. Et puis, mais alors je veux surtout parler de Tom Jones, qui est, à mon avis, le plus grand roman du XVIIIe siècle anglais, un des plus grands romans de la littérature occidentale. C'est une intrigue absolument parfaite. Il y a 18 livres, 264 chapitres, donc ça fait bien c'est 800-900 pages, hein. Et de la ligne 1 à la ligne 10 567 212, vous ne le reposerez pas. Il n'y a rien à retirer. C'est l'intrigue la plus parfaite qui ait jamais été conçue. C'est absolument génial. Et ça raconte l'histoire d'un enfant trouvé. Le sous-titre, c'est Tom Jones, The Foundling. Foundling veut dire enfant trouvé. Et effectivement, le roman démarre comme ça, c'est-à-dire que un squire, un seigneur, un aristocrate, découvre sur son pas de porte un matin un bébé qui est emmailloté et dont on ne sait rien. Comme Robinson Crusoe, à nouveau, on a une page blanche. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est un enfant d'aristocrate ou bien un enfant de domestique. On ne sait rien de son origine. Donc, son identité va être ce qu'il va en faire pendant ces 800 pages. Et donc, c'est très intéressant parce qu'on assiste là. Alors, tout ça, c'est à la troisième personne, narrateur omniscient, extérieur, qui pointe les choses pour nous et qui s'assure qu'on comprend bien. Tous les chapitres ont un titre pour être sûr que, comme on est un peu benet, on suive bien les choses. Et puis, il y a plein de fausses pistes.
et il y a une fausse piste extraordinaire que personne ne voit, et qui fait que à l'avant-dernier chapitre, Tom est en prison, accusé de meurtre, et il est sur le point d'être exécuté. Et à ce moment-là, Fielding entre en scène et dit « Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on l'exécute ou pas? Vous, lecteur, comment vous jugez ce qui s'est passé? » Et en fait, c'est là que Fielding dit il y a une chose que vous n'avez pas remarqué 450 pages avant. Relisez, vous verrez. Il y a quelqu'un qui devait remettre une lettre qu'il n'a pas remise. Et moi, je l'ai la lettre, je la porte, et grâce à ça, tout est redémonté, déconstruit, et Tom est innocenté, sorti de prison, et peut enfin épouser la femme de son cœur, qui s'appelle Sophia, qui veut dire sagesse. C'est-à-dire qu'en fait, il a atteint la sagesse, mais il a failli y passer par imprudence. Parce qu'en fait, s'il s'est retrouvé en prison, c'est essentiellement parce qu'il n'a pas été assez prudent. Et donc, c'est un roman d'apprentissage, et c'est un roman qui aussi s'amuse beaucoup avec le lecteur et qui montre bien que la fiction, parfois, et c'est là que je vous dis que les mariages chez Jane Austen sont suspects, la fiction, parfois, se termine bien d'une façon qui est suspecte. Et donc, Fielding semble indiquer que dans la vraie vie, Tom aurait été pendu. Mais que grâce à lui, Deus ex machina, il arrive, il corrige tout, on comprend tout, on se rend compte qu'on a mal lu, et tout est bien qui finit bien, ils se marient et ils auront beaucoup d'enfants. Mais on est passé juste à côté de la catastrophe. Donc, encore une fois, un modèle de fiction très différent de celui de Richardson, vraiment très différent. Ça se passe sur une longue période, ça se passe, ça cavalcade tout le temps. Tom passe du temps dans l'armée, donc on a le droit à des batailles, on a le droit à des soirées dans des auberges, etc. C'est totalement différent du monde très confiné et très claustrophobique de Richardson, où se passent des choses horribles, mais en intérieur. Bon, je passe sur le reste, parce que sinon, je vais vous parler de tout sauf de ça. Et comme j'ai prévu de vous montrer 128 diapositives, je vous en ai montré 3 pour l'instant, on est mal parti. Donc on va avancer. Deuxième génération de romanciers, les romancières. Et je vous montre ça, et j'aurais pu ajouter beaucoup d'autres noms et titres. Je voulais juste vous faire prendre conscience du fait que Jane Austen n'arrive pas de façon comme ça, par hasard, sur la scène littéraire anglaise. Elle est vraiment l'héritière de toute cette première vague masculine dont on sait par sa correspondance qu'elle la connaît bien, sauf Roxana et Maud Flanders, qui lui auraient bien plu. Et cette seconde vague de littérature romanesque, dans laquelle on trouve à la fois du roman sentimental, essentiellement l'auteur le plus important qu'elle a beaucoup lu, qu'elle mentionne beaucoup souvent dans ses romans, c'est Fanny Burney, qui est une londonienne qui décrit la société de Londres au travers de 3 très grands romans qui sont vraiment magnifiques. Mais c'est un peu à l'eau de rose, c'est un peu sentimental. Je ne crois pas qu'on ait jamais adapté un roman de Fanny Burney au cinéma. Elle a écrit aussi beaucoup de pièces de théâtre que plus personne ne joue et qui sont pourtant des pièces de théâtre très intéressantes. Et puis, il y a cette autre veine du roman qui se développe à partir des années 1760-70, mais surtout à la toute fin du siècle, c'est-à-dire quand Jane Austen se met, elle, à écrire des romans, c'est le roman gothique. Et ce roman gothique, qui est inspiré de beaucoup de choses, mais notamment inspiré beaucoup par ce qui se passe de l'autre côté de la Manche, c'est-à-dire la Révolution française,
la terreur. Le roman gothique, c'est un roman où on se fait peur. Et donc il s'agit là encore de projeter dans des scénarios de fiction des angoisses qui sont celles des contemporains de Jane Austen devant d'abord l'épopée révolutionnaire et ensuite l'épopée napoléonienne, qui sont des moments de grande crise pour l'Angleterre. Et Jane Austen, qui lit le journal régulièrement, n'est pas sans savoir que les émigrés qui viennent de France racontent ce que c'est que la guillotine et ce que c'est que la terreur. Donc, Jane Austen a une passion pour le roman gothique. Le roman gothique anglais, dans sa première phase, et surtout avec cet extraordinaire auteur qui est Anne Radcliffe, alors là, c'est encore une fois des histoires de jeunes filles à qui on fait très peur pendant 800 pages, en gros. Et à la page 801, on dit « Bon, finalement, il n'y avait pas grand-chose à craindre. Au revoir et merci. » Mais pendant 800 pages, on a vraiment peur, parce que elles sont enfermées, on entend des bruits bizarres, elles sont persuadées qu'on va venir les violer, ou les tuer, les trucider, leur faire des choses horribles. Ça se passe toujours dans des châteaux médiévaux. Évidemment, ça se passe dans des pays catholiques, hein, forcément, donc pas anglais. Et ça se passe donc toujours dans un lieu et à une période très éloignée de l'Angleterre. Ceci étant, il ne faut pas se laisser piéger. Et c'est pour ça que Jane Austen a beaucoup aimé cette littérature. C'est que les questions qui sont posées dans ces romans sont les questions que se posent les femmes dans leur rapport aux hommes dans l'Angleterre de la fin du XVIIIe siècle. Mais pour ne pas avoir l'air d'y toucher, et parce que une femme n'est pas censée publier des livres ou avoir une place dans l'espace public, et publier, c'est bien se rendre public, hein, et une femme publique, vous savez ce que ça peut vouloir dire. Donc il y a toujours ce problème de publier. Tous les romans dont je vous parle là ont été publiés de façon anonyme, sauf Anne Radcliffe, qui a publié en son nom propre, jusqu'à ce qu'elle se marie et que son mari lui dise « bon, ça suffit ». Et donc, de façon extraordinaire, parce qu'elle a écrit 3 grands romans absolument magnifiques, et puis après, plus rien, alors qu'elle vit encore 30 ans. Et cette censure, ce silence est absolument assourdissant. Cette façon dont on lui a fait comprendre que maintenant qu'elle était une femme mariée, elle se devait de ne pas... elle devait rentrer dans sa domesticité. Et ça ne peut pas ne pas avoir intéressé beaucoup et intrigué Jane Austen, qui ne cesse de parler de cette question-là. La sphère publique, la sphère privée, et comment le capitalisme moderne a finalement séparé les hommes et les femmes en mettant les hommes du côté de la sphère publique et les femmes du côté de la sphère privée, chose que les victoriens ne feront que renforcer à nouveau au siècle suivant. Donc, Jane Austen s'imprègne de tout ça, et je vais essayer de vous en dire un tout petit peu plus si j'arrête de m'avarder. Je vous montre juste, pour faire une petite pause, la page de couverture de Robinson Crusoe, et vous voyez qu'à l'époque déjà, les booksellers, hein, les éditeurs, savent faire du teasing, parce que d'abord le titre est très long, c'est comme si on avait... c'est un peu comme la 4e de couverture, sauf que c'est sur la page de titre, mais quand vous allez dans une librairie et que vous furetez pour savoir si vous allez acheter un roman, qu'est-ce que vous faites? Vous lisez la 4e de couverture et vous reposez ou vous gardez le roman. Ben voilà, ça a été inventé tout de suite, hein, dès le premier roman, on a ça, et évidemment, c'est complètement extravagant ce qui est raconté là. Mais pour en rajouter une couche, il nous donne un portrait de Robinson Crusoe pour nous prouver qu'il a bien existé. Et que donc c'est pas de la fiction, non, c'est vraiment un récit de voyage, c'est vrai, vous pouvez y croire, je vous assure, c'est moi qui l'ai trouvé, etc. Alors, les 2 romans suivants qui sont Maud Flanders et Roxana, alors là, le pitch est encore plus long, et
et c'est assez remarquable parce que ce sont vraiment des textes qui sont écrits, ce ne sont pas des textes de commande. Jusqu'à présent, la littérature, c'est une littérature de commande, c'est-à-dire que c'est écrit et c'est subventionné par souscription. Les grandes pièces de théâtre, les poèmes épiques, le Paradis perdu de Milton, et tout le théâtre est publié par souscription, c'est-à-dire qu'en fait, et d'ailleurs les souscripteurs ont leur nom sur la première page, ils ont donné de l'argent à l'avance. Là, c'est tout à fait l'inverse, c'est vraiment le début du marché du livre moderne, c'est-à-dire quelqu'un écrit un texte et espère que les gens vont l'acheter. Comme je vous l'ai dit pour Pamela et Clarissa, ça a extrêmement bien marché. Les romans de Fielding aussi, ça les a rendus très riches. Gulliver, alors pareil, hein, vous voyez, il a existé puisqu'on a son portrait. Travail très intéressant sur le portrait fictif. Les œuvres complètes de Shakespeare aussi sont toujours publiées avec un portrait de Shakespeare, alors que, en fait, on n'en a pas. Ceux qu'on a, on est presque certain que c'est pas lui, mais personne ne le dit, parce que maintenant tout le monde le reconnaît. Et c'est très amusant ce phénomène, hein, très très amusant. Donc, voilà pour Gulliver. Alors je vous ai mis un petit extrait, juste pour vous montrer la façon dont Gulliver reprend conscience sur la plage de Lilliput. Et vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Il reprend conscience grâce à ses 5 sens, c'est-à-dire le toucher, l'odorat, l'ouïe, et vous verrez pourquoi je pense que c'est absolument essentiel. Alors, je vous montre quelques éditions de Pamela, alors avec des ravissantes illustrations, il y en a beaucoup, et je vous dis, c'est vraiment des livres qui ont été traduits dans beaucoup de langues, qui ont eu beaucoup de succès, et qui ont donné lieu à de nombreuses représentations iconographiques, parce que les gens, il n'y avait pas de télé à l'époque, ni d'adaptation au cinéma, hein. Donc les seules images que les gens pouvaient avoir, et c'était celle-ci, et les gens en étaient très friands. Incidemment, les romans de Jane Austen ont été peu illustrés, et quand ils l'ont été, sauf au début du XXe siècle, où il y a des artistes modernistes qui ont fait quelques tentatives, quand Virginia Woolf a un petit peu ressorti Jane Austen de la naphtaline. Mais à l'époque de la publication des romans de Jane Austen, il n'y a pas d'illustration. Et c'est intéressant parce que ce ne sont effectivement pas des romans très visuels. Et c'est un paradoxe extraordinaire parce que c'est la plus adaptée au cinéma. Mais c'est peut-être aussi parce que justement, comme ça n'est pas très visuel, ça laisse aux réalisateurs la possibilité de les visualiser comme ils l'entendent. C'est une hypothèse de travail, je ne suis pas spécialiste des adaptations, mais je pense que ça peut être une des raisons. Donc, tout ça pour vous dire que ce genre de scène qui pourrait très bien être tiré d'un roman de Jane Austen, à part les costumes qui sont un petit peu plus milieu 18e, c'est vraiment toute une culture visuelle qui s'est mise en place et qui a beaucoup fait pour la réputation de ces romans. Alors là, je vous montre un Clarissa. Vous voyez que les éditions modernes rivalisent d'imagination pour la couverture. Vous avez soit histoire galante d'un côté, soit drame romantique de l'autre. Et je pourrais vous en montrer plein d'autres. C'est amusant d'étudier les couvertures, les choix faits par les éditeurs, parce que ça fait partie de l'accroche, hein, ça fait partie du teasing. Et à mon avis, ici, les deux sont ratés. Hein. C'est pas du tout de ça qu'il est question. C'est beaucoup plus complexe que ça, en quelque sorte. Alors, je vous ai mis ici un petit extrait que je vais lire d'un critique littéraire, Samuel Johnson, qui est aussi le rédacteur du premier dictionnaire de la langue anglaise. Et c'est quelqu'un qui a été c'était vraiment le moraliste de la littérature, c'est-à-dire que il était
pas contre ces nouveaux textes qui sortaient, mais il voulait s'assurer que ce soit bien des textes qui finalement restent dans la ligne des prescriptions d'Aristote et Horace, c'est-à-dire instruire et plaire, mais il ne faut pas qu'on représente trop de choses qui donnent des mauvais exemples aux jeunes qui risqueraient de trouver inspiration pour leur propre conduite. Les œuvres de fiction qui semblent particulièrement plaire à la génération actuelle sont celles qui présentent la vie dans son état véritable. C'est très intéressant ça. Vous voyez, quand je vous disais c'est pas Antoine et Cléopâtre ou Vénus et Adonis, c'est la vie dans son état véritable. Et c'est pour ça que ça a plu immédiatement et que ça a détrôné tous les autres genres de la République des lettres pour prendre le pouvoir. Et ça n'ont jamais rendu depuis. Le roman, tous les romans, encore aujourd'hui, essayent de présenter la vie dans son état véritable. Et parfois, cette vérité n'est pas évidente à trouver. Donc, il faut aller la chercher, et c'est par l'écriture que finalement, on parvient à faire comprendre ou ressentir au lecteur quelque chose de vrai, qui n'est pas nécessairement le résultat de l'application de règles d'écriture, mais que le romancier essaye de faire comprendre. Agrémenté seulement des accidents quotidiens du monde et influencé par les passions et les qualités que l'on rencontre réellement dans les conversations entre les êtres humains. Le dialogue, fondamental chez Jane Austen, bien sûr. Ce genre de récit ne peut ni faire appel à des géants pour enlever une dame lors de ses noces, ni à des chevaliers pour la ramener de captivité. Il ne peut ni égarer ses personnages dans des déserts, ni les loger dans des châteaux imaginaires. Donc, on est ici à construire un genre littéraire qui est pour le ici et maintenant. Pas de dérivatifs imaginaires qui permettent de faire n'importe quoi. Samuel Johnson n'aurait pas aimé les dystopies. Il n'aurait pas aimé Hunger Games. La tâche de nos écrivains actuels exige, alors vous voyez le gardien du temple, exige, outre le savoir que l'on acquiert par les livres, cette expérience qui ne peut jamais être obtenue par la seule diligence, mais qui doit naître de la sociabilité et d'une observation attentive du monde vivant. Leurs œuvres, comme le dit Horace, plus oneris quantum veniae minus, sont peu indulgentes et donc plus difficiles. Ils s'attellent à des portraits dont chacun connaît l'original et peut déceler la moindre inexactitude. Donc c'est cette reconnaissance qui fait que, c'est ce qu'on appelle l'empathie, si vous voulez, du lecteur par rapport à un personnage, ou l'identification avec un personnage, quand on est vraiment pris par une histoire, avec les dangers que ça représente. Si on est trop pris, on manque le recul, et donc il faut qu'il y ait une certaine résistance aussi du texte pour qu'on prenne conscience que c'est de la fiction, donc c'est pas vrai, mais que ça va chercher la vie dans son état véritable. Donc vous voyez le travail, le passage, et il me semble qu'on a là une très très bonne description de ce que Jane Austen essaiera de faire quelques années plus tard. Alors les romans de Fanny Burney dont je vous parlais, les voici. Evelina, Cecilia et Camilla font tous 800-900 pages, et vous voyez qu'ils sont publiés anonymement. Le premier, il n'y a rien. C'est un roman épistolaire, In a Series of Letters. Le deuxième, comme le premier avait eu beaucoup de succès, By the Author of Evelina. Et le troisième, comme les deux premiers avaient eu beaucoup de succès, By the Author of Evelina and Cecilia. Mais on ne sait toujours pas si c'est un homme ou une femme qui l'a écrit. Et en fait, Richardson, il a écrit Pamela et Clarissa, donc c'est exactement les mêmes genres de prénoms, donc mystère. Tout ça parce qu'il y a cette difficulté de faire passer l'idée qu'une femme puisse publier quelque chose, parce que publier, c'est se rendre public, c'est sortir du privé. Donc voilà. Alors la production de Jane Austen, vous la connaissez sans doute. Je vous ai parlé de Lady Susan, dont on a fait un très bon film d'ailleurs, que je vous recommande si vous le trouvez. Et puis il y a donc
un certain nombre de textes qui sont des textes préparatoires. Love and Friendship, qui est un peu un collage d'expériences, et Lady Susan, qui est donc cette histoire d'une jeune veuve qui essaye de mener une vie indépendante et qui est constamment sous la pression de toute sa famille qui lui dit non, c'est pas possible. Et puis ensuite on a deux préparations, si je puis dire, Eleanor and Marianne, qui sont les héroïnes de Sense and Sensibility, de Raison et Sentiment. Donc c'est un texte préparatoire, un premier jet. Et puis First Impressions, qui est un très bon titre pour Pride and Prejudice, puisque effectivement tout le roman repose sur la façon dont, lors de leur première rencontre, Elizabeth et Darcy se méprennent l'un sur l'autre, et il leur faudra 400 pages pour démêler tout ça. Donc on voit bien que Jane Austen avait réfléchi à ça. Et puis ensuite, elle écrit Northanger Abbey, qui est un véritable roman expérimental, en ce sens qu'il est composé de deux parties, à peu près de longueur égale. La première partie se passe à Bath. Bath, c'est la ville d'eau très à la mode à l'époque, où toute la haute société anglaise se retrouve l'hiver, et donc c'est le gratin de la société qui se retrouve là, et Jane Austen utilise une héroïne qui vient de sa campagne et qui découvre ce lieu qui est censé être le sommet de la civilisation, et elle se rend compte rapidement que si on gratte un peu, c'est pas brillant, qu'il y a des gens vraiment très très vilains, très méchants. Mais comme elle est naïve, et qu'en plus elle a lu, la seule chose qu'elle a lue dans sa vie, c'est des romans gothiques, et donc elle voit des monstres partout, et donc elle ne sait pas trop bien comment juger, mais elle a aussi une sorte de fraîcheur d'appréciation par rapport à tous ces gens qui, eux, connaissent les bonnes manières, les mots qu'il faut, etc. Et donc il y a une sorte vraiment de travail très décapant sur la société anglaise de l'époque, à Bath. Et puis la seconde partie, se passe à Northanger Abbey, c'est-à-dire dans une sorte d'abbaye dont elle pense que ça va être une abbaye en ruine, gothique, pleine de fantômes, et elle va ressentir quelque chose de génial, comme dans les romans gothiques. En fait, c'est une ancienne abbaye, mais qui a été modernisée. Il y a le chauffage, il n'y aurait pas de ruine du tout, il ne s'est rien passé de grave. Mais ça travaille beaucoup dans sa tête, et Jane Austen s'amuse à parodier le roman gothique lorsque Catherine arrive à Northanger Abbey. Et donc, dans mon analyse de ce texte, si vous voulez, c'est que Jane Austen s'essaye à deux genres qui l'ont précédé, le genre Fanny Burney à Bath et le genre gothique à Northanger Abbey. Et elle montre de façon magistrale que si elle voulait, elle pourrait en faire autant. Sauf que elle va renoncer à tout ça, et elle ne va pas faire ça après. Elle va trouver sa propre voie, mais ça va prendre quelques années avant qu'elle publie Sense and Sensibility. Northanger Abbey a été vendu à un éditeur londonien, donc en 1799. Et alors c'est toujours le père et les frères de Jane Austen qui s'occupaient des transactions. Les femmes n'apparaissent pas d'exposition au public. L'éditeur l'a acheté, mais ne l'a jamais publié. Et donc au bout de quelques années, la famille Austen, le père et les frères, sont retournés chez l'éditeur en lui disant puisque vous ne le publiez pas, on va racheter le manuscrit. Et donc le manuscrit est revenu. Et Jane Austen l'a repris et l'a retravaillé, mais elle ne l'a jamais republié de son vivant. Il a été publié de façon posthume en 1818, avec sans doute de nombreuses retouches, mais on n'a pas de manuscrit qui permettent de voir les choses qu'elle a supprimées, ajoutées, etc. Mais
très clairement, c'était son cahier d'exercice, sa façon de se racler la gorge avant de prendre la parole, d'essayer de voir ce qu'elle allait faire et ne pas faire, et pourquoi. Et ensuite, elle y est allée, et alors là, on a la série extraordinaire de Sense and Sensibility, Pride and Prejudice, Mansfield Park, Emma and Persuasion, qui se suivent assez rapidement. Persuasion étant publié en même temps que Northanger Abbey, même volume, en 1818 par son frère. Alors je vous montre les pages de couverture des éditions originales. Vous voyez que c'est écrit « By a Lady ». Comme ça a eu un petit peu de succès, ben, le second c'est « By the Author of Sense and Sensibility ». Et comme les deux premiers ont eu pas mal de succès, ben, Mansfield Park, c'est voilà, etc., etc. Et voilà donc Northanger Abbey and Persuasion, publié en même temps, à la fin, enfin de façon posthume en 1818. Alors, ce que je voudrais, ce sur quoi je voudrais attirer votre attention maintenant, c'est les choix faits par Jane Austen dans ses grands romans. Elle avait donc le choix entre ça, c'est-à-dire le roman sentimental, le roman alors qui se passe avec des personnages modernes dans l'Angleterre moderne, donc ça, tout ça, c'est nouveau hein, quand même, mais ça a été fait par Fanny Burney de façon très remarquable. Et, mais je pense que Jane Austen a trouvé que c'était un peu trop mondain et que les personnages n'étaient pas suffisamment approfondis. Ensuite, il y a le roman gothique, The Mysteries of Udolpho, que Jane Austen adore, qui est vraiment le plus grand roman gothique. Si vous n'avez jamais lu de roman gothique, précipitez-vous, c'est vraiment génial. C'est gros, hein. Mais c'est vraiment magnifiquement écrit, c'est superbement écrit, et vous verrez que la fin est hilarante parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, à la dernière page, on nous dit « Oh ben non, finalement, il n'y avait rien à craindre ». Mais pendant 700 pages, on s'est fait avoir. Hein. Haletant, alors ça se passe dans les Pyrénées, en Italie, et il y a des descriptions absolument remarquables du sud de l'Europe au XVIe siècle. Donc, déplacement dans le temps et dans l'espace. Mais l'héroïne principale, Émilie Saint-Aubert, est confrontée à un harcèlement sexuel ou harcèlement tout court de femmes et d'hommes pendant 800 pages qui sont tout à fait contemporains. C'est-à-dire qu'en fait, elle examine des choses, des problèmes qui sont ceux de sa société et de la société anglaise de son époque. Mais pour ne pas avoir l'air de trop y toucher, et contrairement à ce qu'avait recommandé le Dr Johnson, elle déplace ça vers des géants et des monstres qui sont forcément catholiques, comme je vous l'ai dit. Il y a toujours des couvents ou des monastères où il se passe des choses épouvantables. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Bref. Bref, des univers carcéraux, des univers fermés dans lesquels il y a forcément du secret et des choses douteuses. C'est très sombre. Et puis, je n'en ai pas encore parlé, mais c'est très important aussi. Il y a une troisième voix féminine, voix VOIE autant que VOIX, c'est celle de Mary Wollstonecraft, qui est une Anglaise qui a été présente à la Révolution française, qui a assisté à la Révolution française, qui est très révolutionnaire, très pro cette révolution, et qui a assisté à la publication de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais qui s'est rendu compte qu'il manquait peut-être quand même un petit quelque chose dans cette histoire, c'est que quand on disait les droits de l'homme et du citoyen, en fait, les hommes pensaient que effectivement c'était surtout les hommes qui parlaient. Et donc, elle a écrit un livre extrêmement courageux qui s'intitule « Une défense des droits de la femme », A Vindication of the Rights of Woman. Et je dis un texte très courageux parce que c'est le genre de texte que seuls les hommes écrivent. C'est-à-dire qu'elle se risque sur le terrain du texte politique
d'une façon qui va lui coûter très cher, parce qu'elle sera vilipendée, on dira mais c'est qui cette folasse, de quoi elle se mêle, elle raconte n'importe quoi, etc. Elle a vraiment, vraiment beaucoup souffert de la médisance parce qu'elle s'était risquée à répondre à des textes qui s'intéressaient surtout aux droits de l'homme, avec un petit H. Et elle explique dans ce livre, et Jane Austen l'a lu, hein, elle explique aux hommes, le bouquin est dédicacé à Talleyrand, qu'elle avait rencontré. Et à l'époque, Talleyrand n'était pas l'affreux conservateur qui a manigancé des choses autour de Napoléon. C'était vraiment un des révolutionnaires, jeunes révolutionnaires. Et donc c'est à lui qu'il était l'évêque d'Autun, et c'est à lui qu'elle dédicace cette œuvre, et elle s'adresse à lui, mais en fait à travers lui, parce que le texte est écrit en anglais, elle s'adresse à tous les hommes qui discutent beaucoup de ces questions-là à l'époque, et en gros sa thèse c'est de dire « Ne soyez pas surpris que vous trouviez les femmes bêtes ou stupides et qu'elles se comportent comme telles, puisque vous leur interdisez tout accès à une véritable éducation, et vous n'acceptez pas qu'elles aient la même formation que vous, qu'elles soient au même niveau intellectuel que vous, et donc forcément, vous trouvez leur conversation ennuyeuse, donc vous les trompez, donc elles cherchent des amants, ou alors elles se morfondent, et tout ça est très malsain. Donc vraiment un livre remarquable de pertinence, hein. Elle a vraiment visé juste, mais je dis bien un texte très dangereux, aventureux, parce que elle se place sur la scène publique, dans la sphère publique, là où habituellement seuls les hommes publient ce genre de texte. Donc Jane Austen finalement a le choix entre ces trois façons d'aborder ce qui va être le sujet principal de ses romans, c'est-à-dire le caractère malsain des relations entre les hommes et les femmes, et la façon dont les femmes peuvent faire bouger les choses, sans avoir l'air d'y toucher, mais d'une façon efficace, et parfois elles échouent et elles sont malheureuses. Je prends l'exemple de Marianne Dashwood, par exemple, qui tombe follement amoureux d'un héros romantique, Willoughby, au début de Sense and Sensibility. Vraiment, ils s'adorent l'un l'autre, ils ont exactement les mêmes goûts pour la poésie, pour la nature, pour les promenades en forêt, pour ne pas se coiffer le matin, pour la musique, etc. Sauf que lui, c'est un coureur de jupons, et en plus il a besoin de sous, donc Marianne, il l'aime profondément, on le sait à la fin du roman où il se repent, mais il lui faut épouser une riche héritière parce qu'il a besoin de ça pour assouvir ses besoins. Donc, et Marianne, finalement, épouse un bonnet de nuit, le colonel Brandon, dont, quand on lit la description du personnage au début du roman, on ne peut pas s'imaginer 5 minutes ce que nous raconte Jane Austen à la fin, qu'elle s'est rangée à l'idée que finalement elle pourrait l'épouser parce qu'il était gentil, ils allaient être heureux, etc. Tu parles. Ça ne marche pas du tout, c'est juste qu'il fallait finir le roman. Et je pense que Jane Austen sait très bien ce qu'elle fait, c'est-à-dire qu'elle sait très bien qu'on ne va pas y croire. D'autant plus que tous les couples mariés dans les romans de Jane Austen sont affreux. Donc, en quoi le mariage serait la solution? Bonne question. Pourquoi est-ce que les héroïnes sont à ce point obsédées par l'idée de faire un bon mariage, quand on voit que tous les couples mariés se détestent, se parlent plus, etc. Donc il y a vraiment quelque chose de sombre, hein, dans tous les romans de Jane Austen autour de cette histoire de mariage, qu'il soit prospectif ou consommé. On se souvient qu'elle-même, Jane Austen, a accepté une offre de mariage et après la nuit, elle l'a refusée. Donc
il y a un moment de bascule là. Elle a été presque mariée pendant une nuit et le lendemain matin, elle a dit non. Finalement, je décline l'offre, merci beaucoup. Je préfère rester célibataire, avec tout l'opprobre qui caractérisait le personnage de la vieille fille, comme je vous disais tout à l'heure. Donc Jane Austen, eh bien, elle va chercher sa voie, d'abord en parodiant ou en imitant le roman sentimental et le roman gothique dans Northanger Abbey. Et puis après, elle va prendre son envol et elle va dire « Je vais trouver une voie nouvelle, je vais écrire des romans où on va évoquer des choses aussi sombres que les romans gothiques, sur un ton apparemment aussi léger que les romans sentimentaux, mais d'une façon qui va vraiment aller chercher très profondément les causes, les racines de tout ce qui dysfonctionne dans les relations entre les hommes et les femmes, et plus généralement dans la société anglaise de cette époque. Donc, elle choisit, et elle va tout faire ça dans un univers campagnard. Ça, tout se passe à la campagne, à part quelques scènes à Bath, mais là où les romans de Fanny Burney se passent tous à Londres, et donc dans la métropole, et c'est donc une ambiance différente. Vous avez remarqué dans les romans de Jane Austen à quel point ce sont des petits univers clos, où il y a beaucoup de ragots, tout le monde connaît tout le monde, et où c'est un peu... c'est de là que vient en partie le côté sordide de certains échanges, de certains mariages. Tout se sait, tout se susurre d'une façon que Jane Austen passe au scalpel de son écriture sans avoir l'air d'y toucher. Donc voilà le positionnement de Jane Austen, et c'est vraiment très intéressant de comprendre cet héritage important qui lui a permis de se mettre à écrire. Alors je vous ai mis là 3 extraits que je vous laisserai lire chez vous, parce que j'ai pas le temps. Un extrait de Wollstonecraft, un extrait de Anne Radcliffe. Vous verrez la présentation de l'héroïne Émilie Saint-Aubert, c'est à se rouler par terre de rire. Elle est parfaite. C'est vraiment Barbie Girl. C'est très très drôle. Et puis l'héroïne de Northanger Abbey, qui est présentée comme tout sauf une héroïne. La première page est absolument désopilante. C'est intéressant parce que ce roman, Northanger Abbey, commence par le mot no. No one who had ever seen Catherine Morland would have thought her possibly an heroine. No one who had seen Catherine Morland in her infancy would have supposed her born to be an heroine. Donc ça commence par un refus, no one. Et le dernier mot, c'est disobedience, désobéissance. Ce roman, Northanger Abbey, c'est vraiment un roman de la résistance, de la désobéissance, d'aller contre les codes et de les manier, de les manipuler pour justement se faire la main avant de rentrer dans ces grands romans qui ont suivi. Je vous ai mis le début et la fin que vous pourrez lire. Alors, dans tous ces romans, il y a beaucoup de questions justement de ce qu'on appelle mansplaining, ou de m'explication, c'est-à-dire cette tendance qu'ont les hommes à finir les phrases des femmes et à leur expliquer tout parce qu'elles sont bêtes, et donc il faut leur expliquer tout. Je vous ai mis ici la référence d'une émission de France Culture à laquelle j'ai participé dans les chemins de la philosophie avec Adèle Van Rett il y a 3 ans, qui était exactement sur cette question, sur la question de mansplaining dans Jane Austen, où j'ai beaucoup parlé enfin, on a beaucoup échangé sur cette question. Alors, donc, je vous montre ici quelques images de Bath, simplement pour vous montrer que c'est une ville ravissante. En fait, comme je ne suis pas guide touristique, je ne sais pas comment je peux vous dire. Sinon, que Jane Austen y a vécu un certain temps, c'est son seul contact avec la ville, la grande ville, et elle a pu vraiment voir la haute société dans tout ce qu'elle peut avoir de suspect. Parce que dans haute société, il y a le mot haut, et cette hauteur-là, elle pense qu'il faut la mériter. Et
les dames de la haute, hein, les aristocrates, hommes et femmes d'ailleurs, dans les romans de Jane Austen, sont la plupart du temps absolument odieux. Et donc, il y a quelque chose, ça c'est un fil conducteur des romans anglais, c'est que la classe dominante n'est pas à la hauteur de ses responsabilités. C'est bien gentil. Jane Austen n'est pas une révolutionnaire, elle ne veut pas inverser les rôles de maître et valet. Hein. Elle ne veut pas faire passer les domestiques de Downton Abbey de downstairs à upstairs. Hein. Mais elle met en garde la classe dirigeante en soulignant tout ce qui ne va pas dans son comportement qui justifie qu'elle se maintienne en classe dominante. Donc ça, c'est une cible fréquente chez Jane Austen. C'est assez joli ça, hein, mais c'est joli quand même. Si jamais vous allez à Bath, vous trouverez un Jane Austen Museum à Bath, hein, inévitablement. C'est magnifique, hein, c'est absolument magnifique. L'architecture est splendide, mais je ne suis pas venu ici pour vous parler d'architecture. Donc je vous montre tout ça et je passe. Alors cette scène, elle est dans Northanger Abbey, hein, le bal à Bath, et c'est une scène affreuse parce que Catherine Morland et sa chaperone ne connaissent personne, ils arrivent de leur campagne, et tout le monde les ignore, et donc ce qui devrait être le sommet de l'idéal pour une jeune fille, c'est-à-dire son premier bal à Bath, qui est le centre du monde, puisque l'Angleterre est devenue la première puissance européenne, et toute la haute société anglaise est à Bath. Donc vraiment, on est au sommet du sommet. Et alors c'est très amusant parce que dans ce chapitre, les deux femmes montent les marches pour essayer de voir quelque chose, parce qu'il y a tellement de monde qu'elles ne voient rien, elles se font marcher sur les pieds, tirer la robe, etc. C'est absolument affreux. Finalement, il y a une pause dans les danses, donc tout le monde s'assoit, c'est un peu comme les chaises musicales, et elles se retrouvent avec pas de chaise, donc elles essayent de se faire une petite place à une table pour boire une tasse de thé et se remettre de leurs émotions, et puis là, personne ne leur adresse la parole, elles n'ont rien à dire, c'est vraiment affreux, il fait chaud, c'est moche, enfin c'est tout sauf, c'est vraiment l'anticlimax, hein. Et la scène se termine par Catherine qui dit: bon, on va rentrer, hein, parce que franchement, c'est pas possible, on ne peut pas rester. C'est génial, cette scène est absolument extraordinaire, ratée dans toutes les adaptations de Northanger Abbey, qui est des romans de Jane Austen, celui qui a été le moins bien adapté au cinéma. Je pense que les cinéastes sont beaucoup passés à côté de ce qui faisait l'intérêt de ça. Voilà la scène en question, si vous voulez la lire, je vous l'ai mise. Vous avez le texte anglais et la traduction. Et puis quelques images proches de la caricature de Bath. Alors, il me reste un quart d'heure pour vous parler du contexte. Alors, je vais peut-être sauter ça, parce qu'après tout, Georges III... qui a eu beaucoup d'enfants, comme vous voyez, et Georges IV, qui est donc prince régent, donc c'est vraiment lui qui est au pouvoir pendant que Jane Austen écrit ses livres. Alors il faut savoir que le prince régent et Georges III, son père, adorent les romans de Jane Austen. Donc il n'y a jamais eu de rencontre, elle n'est jamais allée à Londres, elle ne les a jamais rencontrés, mais on a des témoignages du fait que toute la bonne société londonienne a adoré les romans de Jane Austen, qui se sont très très bien vendus. Alors Georges IV est devenu régent en 1810 quand son père Georges III a été déclaré non compos mentis, c'est-à-dire plus en mesure de régner puisqu'il était fou. Il avait eu des accès de folie auparavant, et son fils, qui détestait son père, a attendu que son père devienne soit fou, soit mort, pour pouvoir enfin lui succéder. Et donc, la période de Georges IV, qui est d'abord prince-régent, puis Georges IV, prince de Galles, prince-régent, puis Georges IV, c'est une période où Georges IV était quelqu'un qui a
qui était un grand amoureux des arts, etc. Mais il a passé son temps à dépenser tout l'argent qu'il n'avait pas et à en demander plus au Parlement pour pouvoir continuer à dépenser plus. Il avait je ne sais pas combien de maîtresses. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans l'histoire anglaise, aujourd'hui, il est complètement chanté, parce que c'est vraiment, dès que la reine Victoria est arrivée au pouvoir, on a tout fait pour faire en sorte d'oublier cette période de la Régence qui n'était pas du tout recommandable. Il a construit plein de choses extraordinaires. Ça, c'était sa petite demeure particulière pour passer le temps en attendant que son père arrête d'être fou ou devienne vraiment fou. Il a également fait construire ça, que vous pouvez visiter, à Brighton, une sorte de folie architecturale qui a coûté une fortune, qui est impossible à chauffer, mais qui est magnifique. Hein. Allez-y, si vous allez à Brighton, allez voir ça, c'est absolument hallucinant. Et puis alors Jane Austen, comme vous le savez, adorait le théâtre, même si elle n'en a pas vu beaucoup, sauf à Bath, où elle a dû voir pas mal de représentations de théâtre. Et à l'époque, les théâtres, alors surtout à Londres, sont vraiment des endroits très importants de sociabilité. Et ce sont des théâtres absolument énormes, qui ont parfois 3000, 4000 places. Hein. Et donc, il y a toute une culture du théâtre. Et vous savez peut-être, dans Mansfield Park, au sein de Mansfield Park, il y a une pièce que les personnages jouent. Alors ça, c'est du théâtre amateur. Mais on sent que Jane Austen est très attirée par ce monde du théâtre, mais probablement par la dimension métaphorique du théâtre, c'est-à-dire jouer des rôles. Elle pense que finalement, tous ces gens qu'elle décrit, il y en a beaucoup qui jouent des rôles qui ne sont pas fiables, on ne sait pas très bien. Ils ont le costume, ils ont le masque, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et elle, dans ses romans, elle gratte pour aller voir ce qu'il y a derrière. Donc elle est tout à fait consciente des effets de théâtre. Alors je vous les montre les uns après les autres. C'est vraiment des choses absolument gigantesques et où il y a un monde fou. Alors dans le très peu de temps qui me reste, je vais juste vous dire deux mots des choses qui ont fait que tout cela a pu arriver. Pourquoi le roman est-il arrivé Il faut comprendre que les Anglais ont fait leur révolution au XVIIe siècle, qui a été un siècle épouvantable en Angleterre, de guerre civile permanente entre les gens qui soutenaient le roi, qui était Stuart, donc d'origine écossaise, et pro-catholique. Tous les Stuarts sont mariés dans les familles royales du continent, espagnoles ou françaises. Et donc, ils sont pour la paix avec le continent. Ils sont très francophiles et catholicophiles. Mais le Parlement, lui, qui est constitué de tous les pairs du royaume et tous les propriétaires terriens importants, a un agenda complètement différent, qui est hérité des Tudors, Henri VIII, Élisabeth, au XVIe siècle, qui, eux, ont été les premiers à faire du Brexit, hein, c'est-à-dire à rompre avec le continent européen, à faire de l'Angleterre un pays protestant, et se donner ainsi les raisons et les moyens de combattre les puissances catholiques partout dans le monde pour aller piquer des colonies, étendre l'Empire, etc. Donc, le XVIIe siècle, c'est le moment où les Stuarts sont sur le trône, parce que les Tudors, Élisabeth Ier n'avait pas d'héritier, et donc c'est dans l'arbre généalogique le roi d'Écosse qui est devenu en même temps roi d'Angleterre, et tout le XVIIe siècle, les deux factions se battent. Le roi Charles Ier est décapité en 1649 pour trahison, puisqu'il est catholique, et donc on considère qu'il a été contre les intérêts de la nation. Enfin, vraiment une période très traumatique, avec des dizaines de milliers de morts, et vraiment une période très, 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 très difficile pour l'Angleterre. Ensuite, il y a l'épisode Cromwell pendant 10 ans, seul moment de l'histoire d'Angleterre où il n'y a pas de roi, c'est une république.
Et puis, à la mort de Cromwell, comme on ne sait pas très bien quoi faire, on restaure la monarchie parce que c'est le chaos complet. Et donc, on fait revenir les rois Stuarts qui étaient en exil dans leur famille en France, à Saint-Germain-en-Laye, dans le château de Saint-Germain-en-Laye, qui avaient vécu au crochet de la cour de Louis XIII et Louis XIV. Donc, ils reviennent encore plus francophiles, etc. Et on en reprend pour 30 ans de guerre civile, entre 1660 et 1688. 1688, c'est quand le monarque Stuart qui est sur le trône, Jacques II, qui est alors lui catholique pur beurre, et sa femme aussi, ils sont tellement maladroits et ils réussissent à se mettre tout le monde à dos, et donc ils n'ont même pas d'armée qui va les soutenir. Donc faute de combattants, il n'y a pas de guerre, c'est une révolution glorieuse, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça, et il est tout simplement expulsé, on le renvoie en France, et ils ne parviendront jamais, les Stuarts, à revenir sur le trône en dépit de 3 tentatives. On va mettre sur le trône d'abord sa fille, qui a eu la bonne idée d'épouser un prince protestant hollandais, Guillaume d'Orange, qui a l'avantage d'être protestant et hollandais, donc il n'est pas souvent là, et il ne va pas se mêler des affaires du royaume. Donc William and Mary vont être des monarques qui ne sont relativement peu présents parce que les Anglais ont mis en place un système politique tout à fait nouveau, une sorte d'oxymore politique qui s'appelle la monarchie parlementaire. C'est-à-dire qu'en fait, le roi ne peut régner et ne peut être sur le trône que, 1, s'il est protestant, et 2, s'il obtient l'accord du Parlement pour quelques décisions qu'il souhaite prendre. Et donc, en fait, le monarque est décapité de façon très pacifique, c'est-à-dire qu'on lui retire tous ses pouvoirs, et tout le pouvoir passe au Parlement, qui contrôle tout. Et c'est le système qui est toujours en place aujourd'hui, avec le leader de la majorité au Parlement, qui est le Premier ministre, et puis la royauté qui est là dans une fonction beaucoup plus symbolique, certains diraient décorative, et certainement dispendieuse. Et de surcroît, illégitime, car le roi légitime est en France. Donc c'est compliqué. Mais on n'est pas au bout de nos peines, parce que une fois que Mary et William meurent, c'est la sœur de Mary qui est sur le trône. Ça va, elle est encore Stuart, elle s'appelle Anne. Elle a beaucoup d'enfants, mais ils meurent tous. Et donc, elle n'a pas d'héritier. Alors la crise. Crise parce que, qu'est-ce qu'on fait? Et il faut qu'on trouve un candidat qui soit d'accord pour être roi sans pouvoir. Donc on cherche dans l'arbre généalogique et on trouve en position numéro 52 dans l'ordre de succession un candidat plausible. C'est un prince allemand, l'électeur de Hanovre, un petit prince allemand qui a l'avantage d'être protestant, donc il remplit une partie de cahier des charges. De surcroît, il ne parle pas anglais et il déteste l'Angleterre. Donc c'est vraiment parfait. Il a tout à fait ce qu'il faut pour le rôle. Et donc c'est lui qui, finalement, inaugure ce qu'on appelle la période georgienne. Je vous ai montré Georges IV tout à l'heure. C'est lui qui est Georges Ier. Et donc, plus les Georges sont sur le trône, plus ils s'anglicisent. Et donc, Georges III sera celui qui sera le premier vraiment inséré dans la vie anglaise. Georges Ier et Georges II sont encore très allemands et passent beaucoup de temps en Allemagne. Et ça permet, cet effacement du roi, l'émergence de la figure du Premier ministre, qui s'appelle First Minister avant de s'appeler Prime Minister. Et le plus célèbre d'entre eux, c'est celui-ci, Robert Walpole, dont vous voyez qu'il a bien profité de sa charge pour... et littéralement, hein, parce qu'il a été démis de ses fonctions au bout de 21 ans au pouvoir, parce qu'il était tellement corrompu
Mais c'était pas grave parce que l'Angleterre connaissait une telle prospérité à ce moment-là que finalement tout le monde en profitait, mais lui le premier. Il s'est acheté une collection de tableaux absolument extraordinaire, mais quand il est mort, cette collection a été vendue parce que vraiment il avait exagéré. Il fallait que l'argent revienne à la nation qui en avait besoin pour ses guerres. Et donc la collection a été achetée par Catherine II de Russie, ce qui lui a permis de créer le musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, grâce à cette extraordinaire collection qui avait servi de base. Alors le Londres de l'époque est magnifique, hein, surtout quand c'est Canaletto qui s'en charge. On dirait Venise. Il n'y a jamais cette lumière-là. Hein. Jamais. Mais c'est symboliquement très important parce que Venise, c'était le haut lieu du commerce au XIVe, XVe siècle. C'était une ville libre qui ne dépendait pas du pape. Et donc les Anglais s'y voient, s'y retrouvent. Il y a une sorte de passage de témoin grâce à Canaletto. Et Canaletto a fait plusieurs vues de l'Angleterre et de Londres qui sont magnifiques, qui n'ont rien à voir avec ça. Alors là, fiction. C'est magnifique, mais c'est parce que Londres devient à ce moment-là, effectivement, la capitale mondiale du commerce et le pays est libre. Il n'y a plus de monarchie absolue, tout est possible. Tous les trajets sont possibles. Alors, les conséquences de cette glorieuse révolution, c'est donc monarchie parlementaire, bipartisme. Sur le plan sociétal, l'habeas corpus, la chose la plus fragile de nos démocraties et que les dictateurs s'empressent de supprimer dès qu'ils arrivent au pouvoir, c'est cette obligation lorsque on arrête quelqu'un, de lui permettre d'avoir un procès équitable. Et donc on ne peut pas juste mettre les gens en prison et les laisser croupir là pendant 6 mois, 2 ans, 3 ans, comme ce qui se passe dans toute l'Europe et comme ce qui se passe dans toutes les dictatures aujourd'hui, c'est-à-dire tous les opposants et les gens qu'on n'aime pas, on les arrête, on les met en prison et on les laisse là. Il n'y a pas on ne sait pas quelle est leur faute, ou alors on en invente. Et la plupart du temps, surtout au XVIIIe siècle, il n'y avait pas de jugement. Donc tous les philosophes français que vous connaissez ont passé du temps à la Bastille à attendre qu'on veuille bien les libérer, parce que de toute façon, il n'y avait pas de procès, pas de défense. Donc, habeas corpus, ça veut dire tu as un corps, c'est-à-dire on ne peut pas te faire disparaître. On ne peut pas te mettre dans un donjon et te faire disparaître. Tu as le droit à une défense et c'est vraiment quelque chose que les Anglais nous ont donné. On est au début du siècle des Lumières et c'est une des plus belles choses et des plus fragiles qu'ils nous ont donné, en plus de la liberté de la presse, de la monarchie parlementaire qui est quand même en embryon la démocratie, puisqu'il y a des votes réguliers, etc. Révolution économique et financière, je passe dessus, et une révolution scientifique et philosophique, je vais terminer par ça. Alors la révolution politique, bon voilà le contrat de travail de Guillaume d'Orange. Hein. C'est là que dans ce texte, un des très rares textes constitutionnels anglais, le Bill of Rights, la Déclaration des droits, c'est là qu'il est expliqué que le monarque ne pourra jamais être que protestant et ne pourra jamais rien faire sans l'autorisation du Parlement. C'est là que c'est explicitement dit, et ce texte est toujours en vigueur aujourd'hui. Hein. Alors Voltaire, qui était en exil en Angleterre, a remarqué tout de suite cette extraordinaire révolution, et il s'est empressé d'écrire en anglais un de ses premiers livres qui s'appelle Letters on the English Nation, qui ensuite a été repris et c'est devenu les Lettres philosophiques, qui est un hymne à cette liberté anglaise dans une France qui était encore complètement dans l'Ancien Régime pour encore 50 ans. Et donc, il y a une vraie admiration des philosophes anglais, les 4, hein, Voltaire et Montesquieu d'abord. Le début de l'esprit des lois de Montesquieu, c'est un hymne à l'Angleterre et à la liberté anglaise. Et puis ensuite, Rousseau et Diderot, pareil, ont rendu hommage à l'extraordinaire modernité de l'Angleterre, parce qu'en fait, les Anglais nous ont donné notre modernité. Et ça, c'est une chose qu'on oublie un peu dans les manuels scolaires français quand on parle du siècle des Lumières. On parle beaucoup
à raison, des grands philosophes français, mais on oublie que le socle de départ, c'était vraiment ce qui s'était passé en Angleterre. Juste, vous connaissez cette disposition du Parlement anglais qui est très, très particulière, mais on comprend bien le bipartisme, c'est-à-dire que d'une façon qui est, moi je trouve extrêmement émouvante, les Anglais à la fin du XVIIe siècle se disent on va arrêter de jouer à la guéguerre sur le champ de bataille à un coup de milliers de morts. Et vous savez qu'à l'époque, c'est comme ça qu'on faisait la guerre. Les deux armées marchaient l'une contre l'autre, et puis quand ils étaient à 30 mètres, ça tirait. Donc le premier rang tombait, et puis le deuxième rang tombait, etc. Complètement barbare, complètement grotesque. Waterloo, c'est 30 000 morts en une demi-journée, et 7 000 chevaux. C'est le même genre de barbarie. On a la même chose ici, mais d'une façon civilisée. C'est-à-dire qu'on va s'en mettre, on va vraiment se taper dessus, littéralement ou métaphoriquement, mais on va accepter la loi de la majorité. Mais majorité et opposition auront toujours le même espace, le même nombre de places, etc. Quel que soit le résultat des élections, les deux blocs seront à égalité et pourront échanger, discuter, voter, etc. Et vous savez que dans le parti d'opposition, il y a toujours un shadow cabinet avec des shadow ministers pour chaque ministre. Donc il y a un ministre de l'opposition pour chaque portefeuille d'une façon qui est extrêmement élégante et extrêmement, absolument remarquable d'évolution. Alors je ne dis pas que les guerres se sont arrêtées grâce à ça, mais malgré tout, les Anglais nous ont quand même légué quelque chose de formidable. L'habeas corpus, je vous en ai déjà parlé. Je vais dire un petit mot de l'entail, parce que c'est le droit d'héritage, et ça c'est une des choses les plus perfides dans les romans de Jane Austen, c'est-à-dire le fait que la propriété terrienne, donc tout le domaine, ne peut revenir en héritage qu'à un héritier masculin, un héritier mâle. C'est ce qui pose... Sense and Sensibility commence comme ça, par le fait que Madame Dashwood et ses filles sont obligées de partir parce que c'est un fils d'un autre mariage qui a hérité, qui a promis à son père sur son lit de mort qu'il s'occuperait de la veuve et des trois, mais en fait, rapidement, il ne s'en occupe plus et elles sont obligées de partir. Et c'est une pression qui est présente tout le temps. Je vous ai mis ce thème obsessionnel dans Jane Austen, je vous ai mis des exemples des différents romans dans lesquels c'est présent. Et c'est aussi l'argument de départ de Downton Abbey. Si vous vous souvenez bien, c'est l'héritier de la famille qui devait assurer que les filles puissent rester là et continuer la famille, meurt dans le Titanic, avec le Titanic. Et donc, c'est dans l'arbre généalogique, c'est un lointain cousin qui devient l'héritier, et ça pose toutes sortes de problèmes que je ne vais pas reprendre ici, parce que ce n'est pas mon sujet. Il va falloir que j'arrête, j'imagine. Non. Non, il ne faut pas. Donc, en fait, je peux vous laisser encore 10 petites minutes, parce que je crois qu'il y a encore d'autres choses, mais je serai obligée je ne pourrais pas prendre de questions, parce qu'on a une 35 mm qui passe à 9h, on doit faire un test, donc il faut vraiment qu'à 15, on est terminé, ça ira. Je pense qu'il va aller faire comme Tom Jones, il fallait que je me prévoie. Non, mais je vais faire vite. Je vous ai mis le début de Sense and Sensibility en anglais et en français. Je ne reviens pas sur les clubs. Je vais juste me concentrer sur une dernière chose pour finir. Juste un passage nomastique assez important dans les romans de Jane Austen. Pensez-y, Catherine Morland, elle ne s'appelle pas Morland pour rien. C'est-à-dire qu'elle est dans une revendication d'un territoire plus important. Si Virginia Woolf a autant aimé Jane Austen, c'est qu'elle a parfaitement pigé ça. A Room of One's Own, qui est un des romans les plus connus de Virginia Woolf, c'est un petit peu la même idée, c'est-à-dire cette façon
d'essayer de gagner du territoire, de revendiquer plus de territoire pour la femme dans une société qui ne lui laisse que très peu de place. Alors, je passe sur la révolution économique et financière, même si c'est quand même très intéressant. J'en reviendrai l'année prochaine. Je pense que c'était pour Le commerce mondial, etc. Je veux juste dire deux choses sur ça. En termes d'histoire des idées, c'est très important. Idées scientifiques, mais idées philosophiques aussi. La révolution qui a eu lieu avec Newton et Locke à la fin du XVIIe siècle, avec la fondation de cette Société royale de Londres for the improving of natural knowledge, c'est-à-dire pour l'amélioration de la connaissance de la nature. C'est un petit groupe d'intellectuels qui a monté ce projet parce qu'ils se sont dit on ne va pas continuer à se trucider pour savoir si Dieu est catholique ou protestant. On n'arrivera jamais à le prouver. Hein. Donc, cessons de se disputer à propos de la Bible. Au contraire, regardons ensemble, d'une façon consensuelle, l'autre livre de Dieu qu'est la nature, y compris la nature humaine. Et donc, maintenant, on va s'intéresser à comprendre comment la nature fonctionne et la nature humaine. Et c'est vraiment le démarrage de la science moderne dans toutes ses branches, et notamment en médecine, hein, la neurologie, la physiologie, essayer de comprendre la différence entre les hommes et les femmes, etc. On ne peut pas penser que Jane Austen n'a pas indirectement hérité de toute cette nouvelle façon de voir le monde et la nature, c'est-à-dire de vraiment essayer de comprendre, d'ausculter, d'examiner comment ça fonctionne. Et donc pour moi, les romans de Jane Austen, mais ceux d'avant aussi, dont je vous ai parlé, ce sont véritablement des expériences de laboratoire. C'est-à-dire qu'on prend un personnage lambda, a priori gris, sans intérêt, on le met dans une éprouvette pendant 800 pages, on secoue beaucoup, et on voit ce qu'on a à la fin. Et on recommence avec un autre, en modifiant les paramètres. C'est exactement ce que les scientifiques font dans nos laboratoires de sciences toute la journée. Ils modifient les paramètres, ils changent l'éclairage, ils changent l'humidité, etc. Ils changent la température pour voir ce qui se passe quand, si, etc. Et donc, c'est à la fois de la fiction et en même temps, c'est la vie dans ce qu'elle peut avoir de véritable. On essaie de comprendre. Et je crois que vraiment ce que Jane Austen fait dans ses romans, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle prend des personnages, qu'elle met dans des situations de crise, et elle essaye de voir comment certaines se débrouillent, d'autres moins bien, et pourquoi, et avec les mensonges, avec les faux semblants, les rumeurs, etc. Tout cet ensemble sont les paramètres de l'expérience qui font que les first impressions ne sont pas toujours les bonnes. Et que donc, pour cette raison, il est important de bien comprendre. Alors, je conclus par ça, parce que je voudrais terminer par un petit extrait de film, ça fera la transition avec la séance qui suit. La morale de cette révolution, c'est que la connaissance ne peut être que l'aboutissement de l'expérience. On ne peut connaître quelque chose que si on fait des expériences, si on en fait l'expérience. Et finalement, ce qui importe, ça n'est pas forcément le bout du chemin, c'est le chemin. Et quand je vous dis que les mariages dans les romans de Jane Austen, on s'en fiche, c'est pas important, et d'ailleurs on n'y croit pas, c'est que précisément c'est pas important. Ce qui est important, c'est de voir comment on a pu en arriver là, comment on a pu éventuellement dénouer une situation complexe, comment ça s'est fait, etc. Le mariage, c'est une convention, peu importe, c'est parce qu'il faut boucler, hein. C'est comme ma conférence. Tant que ça boucle, et que je la boucle. Mais, alors, cette chose-là, je passe sur Newton et Locke, etc., absolument passionnant, mais c'est pas mon sujet. Trois conséquences dans la culture anglaise, dans l'art des jardins, en peinture et en littérature, le roman,
puisque le roman, comme je vous l'ai dit, c'est une expérience de laboratoire. Je viens de le décrire. Le jardin paysager, et je terminerai par ça, parce que en peinture, la peinture change complètement, mais elle fait comme le roman. C'est-à-dire qu'au lieu de représenter soit de la peinture mythologique ou biblique, que les Anglais sont incapables de faire de toute façon, puisqu'ils n'ont pas d'académie avant 1768, contrairement aux autres pays de l'Europe, les Anglais se mettent à faire du portrait et du paysage, mais du portrait de vous et moi, et des paysages de l'Angleterre. C'est-à-dire la nature telle qu'elle est, ici et maintenant, et on la représente pour essayer de mieux la comprendre. Les Anglais font de la peinture non pas pour faire du beau, mais pour faire du vrai. C'est-à-dire s'approcher de quelque chose qui fasse qu'on reconnaît quelque chose qu'on voit tout le temps, mais qu'on n'avait jamais vu comme ça. Les romans font pareil. On se dit, ah mais oui, c'est vrai. S'il m'arrivait ça, je ne sais pas comment je réagirais, etc. C'est exactement le même principe. Je termine par les jardins parce que c'est toujours magnifique. Le modèle de jardin qui domine dans toute l'Europe, c'est celui-ci, et on est bien placé pour le connaître, puisque c'est ce qu'on appelle le jardin à la française, cartésien, symétrique, architectural. Rien ne change si vous prenez Volvic. Alors vous voyez que la nature a été repoussée sur les côtés, parce qu'elle est sauvage, irrégulière, etc. Et l'homme domine la nature par son intellect, sa raison, et il conçoit un jardin absolument magnifique de symétrie. Et il n'y a pas une fleur. Pourquoi il n'y a pas une fleur? Parce que les fleurs s'affanent. Or, ça, ce jardin, c'est l'emblème, c'est la métaphore de la monarchie absolue. Le roi est mort, vive le roi, rien ne change. Il faut que ce soit identique partout, et c'est la maison, c'est de la maison que tout est contrôlé. Allez à Versailles, regardez par la fenêtre de la chambre du roi, et vous verrez les avenues du parc qui vont jusqu'à l'horizon, parce que c'est le roi Soleil, et qu'il domine toute la terre. Le roi domine le roi. Bon, les Anglais, qui étaient en paix et de plus en plus riches, se sont dit au XVIIIe siècle, il faudrait quand même qu'on conçoive un modèle de jardin qui soit un contre-projet. Et donc, ils ont inventé le jardin paysager, qui est un autre oxymore, comme la monarchie parlementaire. Ils ont inventé ça. C'est-à-dire un jardin qu'il n'est pas possible de connaître si on n'en fait pas l'expérience. Ça vous rappelle quelque chose? C'est exactement la même méthode, la même révolution que Newton et Locke. C'est-à-dire que, alors si on met l'un à côté de l'autre, vous voyez que la différence est flagrante. Dans le jardin anglais, il n'y a pas une seule ligne droite. Et il est impossible de comprendre le jardin anglais si on ne le parcourt pas. Pour l'anecdote, cette photo, je l'ai prise moi, et c'est là où on se retrouve quand on a acheté son ticket. Et bien, je défie quiconque dans cette salle de me dire si je suis censé tourner à droite ou à gauche. Eh bien non, on ne sait pas. Il va falloir que j'essaye, que je me trompe, que je revienne en arrière, que je change mes paramètres, etc., etc. Comment j'atteins le petit temple qui est là-bas? Où est-ce que le jardin commence et finit? Autant de choses que je ne peux savoir que si j'en fais l'expérience moi-même, et à la fin, je pourrais épouser Sophia. Alors, attendez, j'ai pas fini. Juste parce que dans ces jardins, c'est vraiment des lieux de promenade, des lieux d'émotion, et comme il y a beaucoup de promenades dans les romans de Jane Austen, je voulais vous montrer ici, dans un des jardins anglais les plus magnifiques, qui s'appelle Starhead, près de Bath, une très jolie petite rotonde, semblable à celle du Parc Monceau à Paris. Et c'est intéressant parce que le film qui va être projeté après, la scène centrale du film a été tournée dans cette rotonde, de ce jardin-là. Donc, déjà en peinture, on voit des scènes où un homme et une femme se parlent autour de cette nature, dont vous voyez qu'elle est naturelle, elle n'est pas du tout travaillée par l'homme. Et voilà. Miss Elizabeth, I have struggled in vain and I can bear it no longer. These past months have been a torment.
I came to Rosings with the single object of seeing you. I had to see you. I have fought against my better judgment, my family's expectation, the inferiority of your birth, my rank and circumstance, all these things, and I'm willing to put them aside and ask you to end my agony. I don't understand. I love you. Most ardently. Please do me the honor of accepting my hand. Sir, I appreciate the struggle you have been through, and I am very sorry to have caused you pain. Believe me, it was unconsciously done. Is this your reply? Yes, sir. Are you laughing at me? No. Are you rejecting me? I'm sure that the feelings which, as you've told me, have hindered your regard will help you in overcoming it.